Pendant plus de 2 décennies, un nom s'est imposé comme l'icône incontournable de la télévision dominicale française, Jacques Martin. Homme charmant, vif d'esprit et cultivé, il semblait presque intouchable, incarnant le sourire qui rassemblait les familles autour de l'écran. Ces après-midi ordinaires se transformaient en véritables rendez-vous nationaux, et chacun connaissait son visage, sa voix, son humour si particulier. Pourtant, derrière cette image chaleureuse se cachait une réalité bien plus sombre. Jacques Martin portait en lui des blessures invisibles, des cicatrices émotionnelles profondes, des humiliations accumulées et le poids d'un déclin progressif que personne ne voyait. Celui qui avait fait rire des millions de Français vivait, dans les dernières années de sa vie, dans un silence presque total, observant, impuissant, le monde qu'il avait contribué à façonner continue sans lui. À sa mort, en 2007, les hommages célébrèrent son génie, son élégance et son humour, mais très peu évoquèrent la solitude qui avait marqué ces dernières années ou la douleur qu'il traînait depuis l'enfance jusqu'à ses derniers instants. La trajectoire de Jacques Martin fut extraordinaire, des planches de théâtre à la gloire télévisuelle, mais aussi des trahisons, des maladies et un exil intérieur. Chaque éclat de rire qu'il provoquait cachait une mélancolie persistante. Son histoire n'est pas simplement celle de la télévision française, c'est celle d'un homme qui, malgré la célébrité et les applaudissements, n'a jamais trouvé de véritable réconfort. C'est le récit d'une vie où le rire a servi de rempart à la douleur, où le succès n'a pas toujours signifié bonheur et où la reconnaissance publique ne pouvait compenser la solitude intime. Jacques Martin incarne ce paradoxe fascinant, un génie du divertissement dont le talent illuminait la vie des autres, mais dont le cœur demeurait assombri par le désespoir. Il nous rappelle qu'il existe une différence entre être applaudi et être aimé, entre réussir aux yeux du monde et trouver la paix intérieure. Ce portrait, que nous allons explorer en détail, révèle la complexité d'un homme qui a conquis toute une époque pour se retrouver seul à la fin, et dont la vie, malgré ses lumières éclatantes, reste un témoignage poignant de la fragilité humaine derrière la légende. Une enfance façonnée par la peur. Jacques-Claude Martin voit le jour le 22 juin 1933, dans le 4 arrondissement de Lyon, au sein d'une famille qui, de l'extérieur, semblait prospère et respectable. Son père, Johannes Martin, était à la fois un industriel accompli et un musicien hors pair, capable de jouer de cet instrument différent. Sa mère, Germaine du Cerf, venait d'une lignée culinaire prestigieuse. Son père, Johannes du Cerf, avait été le chef personnel du tsar Nicolas II avant de diriger le célèbre restaurant lyonnais L'Universel. Tout indiquait que Jacques allait grandir dans un environnement culturellement riche et sécurisé, mais la réalité derrière les murs de leur maison était très différente. Johannes revenait profondément marqué de la Première Guerre mondiale. Les tranchées lui avaient pris sa jeunesse, sa santé mentale et, sans doute, une partie de son humanité. Comme beaucoup d'anciens combattants, il souffrait de ce que l'on appellerait aujourd'hui un trouble de stress post-traumatique. À l'époque, on qualifiait simplement cela de mélancolie ou de dépression. Tourmenté par les souvenirs de violence et de mort, il chercha refuge dans l'alcool. D'abord un apaisement temporaire, ce refuge devint rapidement une obsession destructrice. Quand l'argent manquait, il n'hésitait pas à boire tout ce qu'il trouvait. Parfum, eau de Cologne ou même eau de toilette. Sa déchéance fut lente, visible et humiliante. Jacques, impuissant, assistait à la chute de son père, autrefois brillant, en spectateur d'un drame familial. La mort de Johannes fut une première fissure dans le cœur de l'enfant. Il se retrouva seul face à une tristesse immense, un mélange de chagrin et de honte. Sa mère, peu après, se remaria et donna naissance à un autre fils, laissant Jacques avec un sentiment de remplacement. Soif d'affection et d'attention, il se heurta à une mère distante, froide et élégante, incapable de lui offrir la tendresse qu'il réclamait silencieusement. Pendant des années, il attendit que sa mère lui dise « Je t'aime », des mots qui ne vinrent jamais. Alors que l'Europe sombrait une nouvelle fois dans la guerre, Jacques, âgé de seulement 5 ans, fut envoyé dans un pensionnat jésuite strict et austère. Là, les règles étaient sévères, la discipline omniprésente et la compassion rare. Les punitions étaient fréquentes, la solitude constante. Le jeune garçon compara plus tard ses années à un bagne, affirmant avoir connu l'univers concentrationnaire dès l'enfance. Dans ce cadre froid et rigide, il apprit très tôt que survivre signifiait se contrôler, masquer ses émotions et devenir indépendant. L'affection était rare et l'émotion dangereuse. Ce pensionnat devint le terrain où le futur animateur construisit sa carapace. Les dortoirs silencieux devinrent ses maîtres, et il passa le reste de sa vie à tenter de remplacer cette absence de chaleur par le rire et les applaudissements. Sous l'apparence du petit garçon brillant et curieux de Lyon, se cachait un enfant profondément blessé, en quête d'amour et de reconnaissance. Ses premières années forgèrent sa personnalité future.
L'humour devint un mécanisme de survie, un langage pour attirer l'attention et séduire l'affection, tandis que le silence et le contrôle devinrent ses armes contre la souffrance. Chaque éclat de rire qu'il provoquerait plus tard serait en partie une tentative de combler le vide de cette enfance marquée par la peur et le rejet. L'expérience de Jacques Martin dans ce pensionnat fut déterminante pour son futur artistique. Elle lui apprit la discipline, mais aussi la force de résilience. Chaque humiliation et chaque moment de solitude l'inculquèrent à se protéger, à observer le monde avec un œil critique et à apprendre à transformer la douleur en performance. L'enfant solitaire de Lyon se forgea ainsi un caractère complexe, brillant et vulnérable, capable de captiver les autres tout en restant intérieurement fragile. Cette enfance, si dure et solitaire, expliqua beaucoup de choses sur l'homme que Jacques allait devenir. Son humour, sa capacité à séduire et à charmer, son exigence et son perfectionnisme étaient autant de réponses à ce passé traumatique. Derrière chaque sourire et chaque éclat de rire qu'il offrirait au public se trouvait le garçon qui, autrefois, tremblait de peur dans un dortoir silencieux où se sentait rejeté par l'affection de ses proches. La télévision et la scène ne seraient plus jamais pour lui de simples métiers. Elles deviendraient des refuges, des lieux où il pourrait, enfin, créer de l'amour et de l'attention autour de lui, chose qu'il n'avait jamais reçue dans son enfance. Ainsi, les bases de sa vie entière furent posées dans ce mélange de douleur et de discipline. Jacques Martin n'était pas seulement un futur génie de la télévision française. Il était un survivant, un homme dont les blessures d'enfant allaient nourrir un talent exceptionnel, mais aussi des fragilités profondes qui le suivraient toute sa vie. Ses éclats de rire et sa capacité à toucher des millions de téléspectateurs étaient à la fois un triomphe et un masque, un moyen de transformer les cicatrices invisibles de son passé en art, en spectacle et en amour partagé avec ceux qui, jamais, ne soupçonnèrent le coût réel de ce bonheur apparent. Une enfance façonnée par la peur. Jacques-Claude Martin voit le jour le 22 juin 1933 dans le 4 arrondissement de Lyon, au sein d'une famille qui, de l'extérieur, semblait prospère et respectable. Son père, Johannes Martin, était à la fois un industriel accompli et un musicien hors pair, capable de jouer de cet instrument différent. Sa mère, Germaine du Cerf, venait d'une lignée culinaire prestigieuse. Son père, Johannes du Cerf, avait été le chef personnel du tsar Nicolas II avant de diriger le célèbre restaurant lyonnais L'Universel. Tout indiquait que Jacques allait grandir dans un environnement culturellement riche et sécurisé, mais la réalité derrière les murs de leur maison était très différente. Johannes revenait profondément marqué de la Première Guerre mondiale. Les tranchées lui avaient pris sa jeunesse, sa santé mentale et, sans doute, une partie de son humanité. Comme beaucoup d'anciens combattants, il souffrait de ce que l'on appellerait aujourd'hui un trouble de stress post-traumatique. À l'époque, on qualifiait simplement cela de mélancolie ou de dépression. Tourmenté par les souvenirs de violence et de mort, il chercha refuge dans l'alcool. D'abord un apaisement temporaire, ce refuge devint rapidement une obsession destructrice. Quand l'argent manquait, il n'hésitait pas à boire tout ce qu'il trouvait. Parfums, eau de Cologne ou même eau de toilette. Sa déchéance fut lente, visible et humiliante. Jacques, impuissant, assistait à la chute de son père, autrefois brillant, en spectateur d'un drame familial. La mort de Johannes fut une première fissure dans le cœur de l'enfant. Il se retrouva seul face à une tristesse immense, un mélange de chagrin et de honte. Sa mère, peu après, se remaria et donna naissance à un autre fils, laissant Jacques avec un sentiment de remplacement. Soif d'affection et d'attention, il se heurta à une mère distante, froide et élégante, incapable de lui offrir la tendresse qu'il réclamait silencieusement. Pendant des années, il attendit que sa mère lui dise « Je t'aime », des mots qui ne vinrent jamais. Alors que l'Europe sombrait une nouvelle fois dans la guerre, Jacques, âgé de seulement 5 ans, fut envoyé dans un pensionnat jésuite strict et austère. Là, les règles étaient sévères, la discipline omniprésente et la compassion rare. Les punitions étaient fréquentes, la solitude constante. Le jeune garçon compara plus tard ses années à un bagne, affirmant avoir connu l'univers concentrationnaire dès l'enfance. Dans ce cadre froid et rigide, il apprit très tôt que survivre signifiait se contrôler, masquer ses émotions et devenir indépendant. L'affection était rare et l'émotion dangereuse. Ce pensionnat devint le terrain où le futur animateur construisit sa carapace. Les dortoirs silencieux devinrent ses maîtres, et il passa le reste de sa vie à tenter de remplacer cette absence de chaleur par le rire et les applaudissements. Sous l'apparence du petit garçon brillant et curieux de Lyon, se cachait un enfant profondément blessé, en quête d'amour et de reconnaissance. Ses premières années forgèrent sa personnalité future. L'humour devint un mécanisme de survie, un langage pour attirer l'attention et séduire l'affection, tandis que le silence et le contrôle devinrent ses armes contre la souffrance. Chaque éclat de rire qu'il provoquerait plus tard serait en partie une tentative de combler le vide de cette enfance marquée par la peur et le rejet.
L'expérience de Jacques Martin dans ce pensionnat fut déterminante pour son futur artistique. Elle lui apprit la discipline, mais aussi la force de résilience. Chaque humiliation et chaque moment de solitude l'inculquèrent à se protéger, à observer le monde avec un œil critique et à apprendre à transformer la douleur en performance. L'enfant solitaire de Lyon se forgea ainsi un caractère complexe, brillant et vulnérable, capable de captiver les autres tout en restant intérieurement fragile. Cette enfance, si dure et solitaire, expliqua beaucoup de choses sur l'homme que Jacques allait devenir. Son humour, sa capacité à séduire et à charmer, son exigence et son perfectionnisme étaient autant de réponses à ce passé traumatique. Derrière chaque sourire et chaque éclat de rire qu'il offrirait au public se trouvait le garçon qui, autrefois, tremblait de peur dans un dortoir silencieux où se sentait rejeté par l'affection de ses proches. La télévision et la scène ne seraient plus jamais pour lui de simples métiers. Elles deviendraient des refuges, des lieux où il pourrait, enfin, créer de l'amour et de l'attention autour de lui, chose qu'il n'avait jamais reçue dans son enfance. Ainsi, les bases de sa vie entière furent posées dans ce mélange de douleur et de discipline. Jacques Martin n'était pas seulement un futur génie de la télévision française. Il était un survivant, un homme dont les blessures d'enfant allaient nourrir un talent exceptionnel, mais aussi des fragilités profondes qui le suivraient toute sa vie. Ses éclats de rire et sa capacité à toucher des millions de téléspectateurs étaient à la fois un triomphe et un masque, un moyen de transformer les cicatrices invisibles de son passé en art, en spectacle et en amour partagé avec ceux qui, jamais, ne soupçonnèrent le coût réel de ce bonheur apparent. Le roi des dimanches. À partir de la fin des années 1970, Jacques Martin devint bien plus qu'un simple animateur ou humoriste. Il devint une véritable institution de la télévision française. Chaque dimanche, les foyers se structuraient autour de son univers, un mélange subtil d'humour, de culture, de musique et de variété. Ses émissions, construites avec un soin méticuleux, étaient le reflet de son perfectionnisme légendaire. Derrière le sourire chaleureux et la voix assurée qui accueillait les téléspectateurs se cachait un homme exigeant, obsédé par la précision et le contrôle absolu de son travail. Tout, du script au montage, passait entre ses mains. Rien ne pouvait échapper à son œil critique. L'une de ses créations les plus célèbres fut sans doute l'École des fans. Chaque semaine, des enfants venaient chanter devant une célébrité invitée, sous l'œil attentif et bienveillant de Martin. Il les guidait, les taquinait parfois, les réconfortait souvent et terminait invariablement par sa célèbre phrase « Ils ont tous gagné ». Pour des millions de Français, cette émission incarnait la pureté et la joie dans un monde devenu cynique. Martin savait transformer le petit moment apparemment banal d'un enfant qui chante en une expérience télévisuelle qui touchait au cœur de chacun. Il offrait un miroir dans lequel les familles se reconnaissaient et où les enfants apprenaient que leurs efforts avaient de la valeur, même si le succès ne venait pas. Mais derrière ces dimanches parfaits se trouvait un homme d'une exigence redoutable. Ses collaborateurs se souvenaient d'un perfectionniste capable d'entrer dans des colères impressionnantes lorsque quelque chose n'était pas à la hauteur de ses standards. Actrice et ancienne compagne, Danielle Even témoignera plus tard de la difficulté de travailler avec lui. Martin voulait tout contrôler, et si la vie ne lui donnait pas ce qu'il désirait, il pouvait se montrer cruel avec ceux qui l'entouraient. Pourtant, ce perfectionnisme était intimement lié à son génie. Chaque détail, chaque pose, chaque geste était pensé pour provoquer l'effet maximal sur le spectateur. Ses autres programmes, comme La Lorgnette, Le Monde est à vous encore ainsi font, témoignaient de la diversité de son talent. Chacun de ces spectacles combinait humour, improvisation et culture, offrant un panorama de l'esprit français et de son goût pour la satire. Le public appréciait non seulement le divertissement, mais aussi la finesse de ses observations et la manière dont il parvenait à élever le quotidien à une forme d'art. Les familles attendaient ces émissions avec impatience, et pour beaucoup, le dimanche après-midi devenait un rituel sacré où le rire, la curiosité et l'émotion se mêlaient dans une alchimie unique. Son influence ne se limitait pas à la télévision. Il façonnait la manière dont la France percevait le divertissement. Il avait l'art de rendre chaque instant léger, même lorsqu'il abordait des sujets sérieux ou satiriques. Ses interventions, toujours teintées d'humour et de subtilité, offraient aux téléspectateurs un regard critique sur la société, la politique et la culture, sans jamais sombrer dans la vulgarité. Il incarnait cette idée que la télévision pouvait être à la fois un miroir et une fenêtre, un miroir sur la vie quotidienne des Français et une fenêtre sur l'intelligence et la créativité. Mais cette image publique impeccable masquait des blessures profondes. Derrière le sourire et les applaudissements se cachait encore le petit garçon de Lyon, abandonné et en quête d'amour. Même au sommet de sa gloire, Jacques Martin restait hanté par ses frustrations et ses solitudes passées. Son besoin de contrôle, sa perfection et son exigence envers lui-même et les autres n'étaient pas seulement des traits professionnels. Ils étaient la manière dont il tentait de gérer un monde qu'il avait appris à craindre et à dominer pour survivre. Chaque rire,
Chaque succès télévisuel était un rempart contre ses blessures d'enfance. En parallèle, sa vie privée était tumultueuse. Il eut 8 enfants avec 4 femmes différentes, et ses relations amoureuses furent passionnées mais souvent orageuses. Annie Lefebvre, Daniel Even, Cécilia Siganer-Beniz et Céline Boisson furent les mères de ses enfants, et chacune de ces histoires laissa des traces, tant dans sa vie personnelle que dans ses choix professionnels. Malgré tout, il parvenait à séparer son chaos privé de l'image publique qu'il présentait chaque dimanche, l'homme joyeux, charismatique et bienveillant que la France entière admirait. La télévision était son royaume, et Jacques Martin en était le souverain incontesté. Mais comme tout empire, celui qu'il avait bâti était fragile, dépendant de l'évolution des goûts, des audiences et des changements sociétaux. Il semblait invincible, mais en réalité, il vivait dans un équilibre précaire où le moindre changement pouvait ébranler son univers soigneusement construit. À ce stade de sa carrière, Jacques Martin n'était plus seulement un animateur. Il était une légende vivante, un symbole du divertissement français et de la capacité d'un homme à transformer ses blessures en talent. Ses dimanches étaient devenus des rendez-vous sacrés, et son rire, sa voix et son regard complice faisaient partie de l'enfance et de la mémoire collective de millions de Français. Il avait réussi l'exploit de faire oublier ses douleurs personnelles derrière un masque de charisme et de chaleur, devenant le roi incontesté des dimanches. Mais l'histoire montre que même les plus grands empires ont leur déclin. Et pour Jacques Martin, ce déclin commença à se dessiner à la fin des années 1990, alors que le paysage télévisuel changeait et que de nouvelles générations et de nouveaux formats venaient bouleverser ses certitudes. Les dimanches français, autrefois dominés par son rire et sa présence, allaient bientôt connaître une nouvelle ère, moins indulgente envers les anciens maîtres du rire. La chute de l'empereur. À la fin des années 1990, l'empire télévisuel de Jacques Martin commençait à montrer des signes d'usure. Pendant plus de 2 décennies, il avait régné sur les dimanches après-midi français, imposant son humour, sa culture et sa bienveillance comme des rituels incontournables. Mais le monde changeait rapidement. Les jeunes téléspectateurs se tournaient vers des programmes plus courts, plus percutants, venus souvent des États-Unis, et vers un humour plus direct, plus incisif, moins codifié. Les chaînes, cherchant à capter cette nouvelle audience, se détachaient peu à peu des formats classiques qui avaient fait le succès de Martin. En 1998, la nouvelle tomba comme un coup près. Son dernier programme, sous vos applaudissements, ne serait pas reconduit pour la saison suivante. Pour Jacques Martin, c'était plus qu'une simple décision de programmation. C'était une trahison. L'homme qui avait façonné des générations de téléspectateurs, qui avait transformé chaque dimanche en moment de rassemblement familial, se retrouvait brusquement exclu du monde qu'il avait bâti. Il confia plus tard dans une interview « Ils m'ont abattu comme un chien. Ils ont voulu m'effacer. Ils ont mené une campagne pour liquider Jacques Martin. » Ces mots traduisent la violence ressentie par un homme dont la vie entière avait été dédiée au rire et à l'admiration du public. Le silence fut pour lui bien plus cruel que n'importe quelle critique ou échec. Le destin, implacable, ne tarda pas à frapper. Quelques jours après l'annonce de la fin de son émission, Jacques Martin fut victime d'un grave accident vasculaire cérébral. L'homme jadis debout, maître de la scène et de son public, se retrouva partiellement paralysé, incapable de parler distinctement et contraint de se déplacer en fauteuil roulant. La télévision, qui avait été son royaume, devenait désormais un monde inaccessible. Ses proches, amis et anciens collaborateurs racontèrent qu'il observait silencieusement ses propres adieux depuis chez lui, incapable de revenir à l'antenne. C'était, en un sens, une cérémonie funéraire retransmise en direct, sans que le public en prenne pleinement conscience. L'accident marqua le début d'un déclin lent et douloureux. Malgré les efforts constants de rééducation, il ne retrouva jamais sa puissance d'élocution ni la fluidité de ses gestes. Ses mains, autrefois précises et expressives sur scène, tremblaient, et sa voix, qui savait captiver et réconforter, devenait hésitante. Chaque interaction lui demandait un effort monumental, et même les gestes simples de la vie quotidienne devinrent des batailles. La solitude, qu'il avait appris à supporter dès l'enfance, se transforma en une prison silencieuse. Jacques Martin se retira d'abord dans sa maison de Neuilly-sur-Seine, puis dans une résidence médicalisée à Courbevoie. Seuls quelques amis fidèles, comme Laurent Ruquier, venaient encore lui rendre visite. Ceux qui le voyaient à cette époque décrivaient un homme humilié, profondément affecté par son état. Le roi des dimanches, celui qui avait fait rire des millions de Français, n'acceptait plus d'être observé dans sa fragilité. Il refusait la charité, les interviews, les appels et même la visite de ses anciens collègues. La télévision, jadis un miroir et une scène de triomphe, n'était plus qu'un souvenir douloureux. Cette période fut marquée par une introspection forcée. Jacques Martin, privé de son exutoire,
confronté à son corps qui trahissait son esprit, revivait les blessures de son enfance, l'abandon, la peur, le manque d'affection. Le petit garçon de Lyon, laissé seul face à la perte et à la violence, réapparaissait derrière l'homme public. L'ego fragile et perfectionniste qui avait guidé chaque décision de sa carrière télévisuelle devait désormais se confronter à l'impuissance et au silence. Puis, au milieu de ce lent déclin, la maladie frappa à nouveau. En 2006, Jacques Martin reçut le diagnostic qu'il redoutait depuis longtemps, un cancer généralisé. La maladie se propagea rapidement, accentuant sa faiblesse physique et son isolement. Les relations avec Céline Boisson, la mère de ses 2 plus jeunes enfants, avaient pris fin, le laissant seul face à cette ultime épreuve. Le chagrin, l'abandon et la nostalgie de sa gloire passaient le tourmenter plus encore que la douleur physique. Dans ces derniers mois, il choisit de s'installer à l'hôtel du Palais de Biarritz, un lieu où il avait souvent séjourné à des moments heureux de sa vie. Là, entouré d'un personnel qui le respectait et l'admirait discrètement, il retrouva une forme de dignité. Infirmières, serveurs et réceptionnistes l'appelaient le seigneur de l'hôtel, et ce traitement devint sa dernière consolation, un hommage silencieux à l'homme qui avait passé sa vie à recevoir et distribuer admiration et affection. Ses enfants, Juliette et Clovis, furent présents pour lui lors de ce dernier été. Il l'accompagnait dans ses promenades, observait les vagues depuis le balcon, tenait sa main et partageait un peu de cette chaleur humaine qu'il avait tant cherchée. Mais sa fille aînée, Élise, confiera plus tard que, dans ces derniers instants, il ne voulait plus voir personne, se retirant comme un animal blessé, caché du monde. Seul un vieil ami, Pierre Bonte, osa braver ce refus et vint le voir sans prévenir. Il le trouva méconnaissable, maigre, en fauteuil roulant, à peine capable de parler. Jacques Martin attendait la mort et le monde extérieur n'avait plus de prise sur lui. Le 14 septembre 2007, à l'aube, Jacques Martin s'éteignit dans sa suite face à l'Atlantique. Il avait 74 ans. L'homme qui avait incarné la joie et le rire pour des millions de Français quitta le monde dans un silence absolu. Les hommages affluèrent immédiatement. Collègues, artistes et responsables politiques saluèrent son génie, sa créativité et son esprit libre. Mais derrière ces éloges se cachait une réalité plus sombre. L'homme qui avait donné tant de bonheur avait fini ses jours entouré de souvenirs, de solitude et du bruit des vagues, plutôt que des applaudissements. Jacques Martin ne disparut pas seulement comme une figure de la télévision. Il partit comme un symbole de la fragilité humaine derrière le génie et la célébrité. Sa chute, loin d'être liée à une erreur ou à un scandale, fut le résultat implacable du temps, de la maladie et de l'impuissance. Le roi des dimanches avait été vaincu non par ses ennemis, mais par le silence, la trahison et un corps qui refusait de suivre son esprit.